messieurs, bonsoir. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition. Bien sûr, pour son succès, je compte sur vous. Alors accordez-moi quelques toutes petites secondes pour cliquer sur le pouce en l'air pour relayer cette vidéo. Et puis évidemment, écrivez-nous dans les commentaires. Au programme de cette édition, nous revenons sur la diplomatie catastrophique d'Emmanuel Macron. Quelques semaines après avoir invité le terroriste islamiste et nouveau leader syrien Mohamed Al-Joulani ou Al-Shara, après le ripollinage droit de l'homiste, les minorités du pays subissent une répression mortelle avec des factions proches du pouvoir littéralement hors de contrôle. Du côté de la guerre en Ukraine, Emmanuel Macron incarne aussi la boussole qui indique le Sud. Après des déclarations belliqueuses et une posture européiste obsessionnelle, le président français est en dehors des réalités, mais aussi des discussions de paix, laquelle se discute en Arabie Saoudite. Et puis nous reviendrons sur le coup d'État européiste en Roumanie. Le candidat favori pour la présidentielle, après une annulation délirante du premier tour, est désormais empêché de se représenter, une démonstration autoritaire du désespoir bruxellois. Du soutien de Paris au nouveau maître de Damas jusqu'au massacre d'Alaouites en Syrie, il n'y aura eu finalement que 2 mois. Toujours prompt à faire les mauvais choix, le macronisme diplomatique connaît une nouvelle illustration macabre. Explication d'Olivier Frère-Jacques. كل من تورط في دماء المدنيين أو أساء إلى أهلنا ومن تجاوز صلاحيات الدولة أو استغل السلطة لتحقيق مأربه الخاص فلن يكون هناك أي شخص فوق القانون وكل من تلوثت يداه بدماء السوريين سيواجه العدالة عاجلا غير آجل. Un ancien djihadiste recyclé en chef d'État provisoire affirme que personne n'est au-dessus des lois. Le nouveau président syrien Ahmed Al-Shara, fondateur du Front Al-Nosra, en son temps à l'origine de crimes de guerre, est venu tenter de calmer le jeu alors qu'une partie de ses alliés a massacré près d'1 millier d'Alaouites, dont des femmes et des enfants, de cette minorité religieuse dont faisait partie la famille Al-Assad. Ces massacres qui ont eu cours ces derniers jours ont été déclenchés en réaction à des attaques de partisans de l'ancien président dans l'ouest du pays. La réponse des forces armées fidèles au nouveau régime ont dégénéré en une répression brutale avec des exécutions sommaires documentées par des vidéos. Face à ce drame, le chef d'État par intérim a repris les mêmes éléments de langage qui pourraient être ceux de ses soutiens occidentaux. للنظر والتحقيق في أحداث الساحل وتقديم المتورطين إلى العدالة وكشف الحقائق أمام الشعب السوري ليعلم الجميع من المسؤول عن هذه الفتن والمخططات. Une commission d'enquête à 2 doigts d'annoncer l'ouverture d'une cellule de soutien psychologique. La responsabilité directe des nouveaux maîtres au pouvoir en Syrie ne semble pas être établie, mais ceux-ci semblent surtout être complètement incapables de maîtriser leurs alliés les plus radicaux. La France, elle, voit sa diplomatie encore un peu plus entachée par ces crimes du nouveau régime. Notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, comptait ainsi parmi les premiers à aller rendre hommage à celui qui a succédé à Bachar al-Assad à la tête du pays. Dès janvier 2025, Jean-Noël Barrot, accompagné de son homologue allemand Annalena Baerbock, s'était rendu à Damas pour rencontrer Ahmed Al-Shara, saluant un espoir réel, quoique fragile, pour une Syrie souveraine et stable. Emmanuel Macron, quant à lui, avait pris l'initiative d'un appel téléphonique en février, félicitant le dirigeant par intérim et l'invitant à Paris, tout en promettant un soutien à la transition syrienne. Ces gestes, présentés comme une volonté de se tenir aux côtés du peuple syrien, ont été largement perçus comme une tentative de réaffirmer l'influence française dans une région que Paris a désertée. Les événements récents dans les provinces de Latakia, Tartous et Homs jettent une lumière crue sur les limites de cette approche. La diplomatie française se trouve aujourd'hui dans une position inconfortable. En soutenant activement ce régime dès ses premiers pas, Paris apparaît aujourd'hui comptable des exactions que celui-ci n'a pas su empêcher. Le président du RN, Jordan Bardella, accuse ainsi Jean-Noël Barrot de se prosterner devant les héritiers d'Al-Qaïda et de Daesh. HTC, anciennement lié à Al-Qaïda, demeure en effet classé comme organisation terroriste dans plusieurs pays. L'empressement français à se rendre à Damas contraste aujourd'hui avec le silence face au massacre. Ce n'est que le 8 mars que le Quai d'Orsay a exprimé une vive préoccupation vis-à-vis des exactions qui avaient cours dans le pays, un retard qui trahit une gêne de Paris. Cet échec illustre une diplomatie déconnectée des réalités du terrain où les bonnes intentions affichées, faites de lutte contre le terrorisme
et pour le respect des personnes, voire même d'inclusion, se heurte à une incapacité à anticiper les dérives d'un régime dont l'ADN demeure profondément lié à l'islamisme. Issu lui-même du moule idéologique djihadiste, Ahmed al-Shara peinera à justifier les manques de son nouveau pouvoir et à rassurer toutes les minorités en danger dans le pays. La France et l'ensemble de l'Occident européen semblent aujourd'hui complètement dépassés, comme le montre le témoignage de la mère Agnès Mariam Delacroix dans une vidéo diffusée par le média russe RT. Je n'ai aucune confiance en l'Occident. Vous voulez que je vous dise en qui j'ai confiance ? Je fais confiance au président Trump et au président Poutine. Ces deux dirigeants peuvent faire quelque chose s'ils le souhaitent. J'espère qu'ils le feront. La Syrie a été confiée au front Al-Nosra. S'ils sont satisfaits de cette situation, alors je ne peux rien faire. À la remorque des États-Unis, lors de l'opération d'embargo contre la Syrie dirigée par Bachar al-Assad, participant ainsi à une crise humanitaire d'ampleur, la France se trouve désormais associée, à cause de ces Mozarts de la diplomatie, à une équipe de barbus terroristes à demi repentis qui, à minima, sont incapables d'empêcher le massacre d'Alaouites hier et peut-être de chrétiens demain. La paix en Ukraine se négocie à Riyad. Comme un symbole supplémentaire du fiasco de la diplomatie européenne, c'est la pétromonarchie de Mohammed Ben Salman qui fait office de terrain neutre pour les discussions entre la Russie, les États-Unis et Volodymyr Zelensky organisées mardi. Explication. Macron aura échoué là où Ben Salman réussit. Pour le président français, si la France est suffisamment près de la Russie pour être en danger, elle est visiblement trop loin pour être capable de mener une politique efficace pour la paix en Ukraine. Ainsi, malgré les gesticulations euro-britanniques qui se multiplient depuis ces dernières semaines, c'est à Riyad, en Arabie Saoudite, que les pourparlers de paix en Ukraine auront lieu dès demain mardi. Contrairement à la rencontre du 18 février dernier, au même endroit, où Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, avait rencontré Sergueï Lavrov, le ministre des Affaires étrangères russe, Volodymyr Zelensky sera aussi de la partie. Une présence qu'il aura arrachée par de nombreux renoncements consécutifs à sa visite catastrophique à Washington. Dans ce cadre, il faut d'ailleurs rappeler que Donald Trump a annoncé il y a quelques jours la suspension de l'aide américaine pour la guerre en Ukraine, une situation qui aura indubitablement poussé Volodymyr Zelensky dans ses retranchements, comme lors de leur conversation houleuse. I don't think you'd be a tough guy without the United States, and your people are very brave. But you're either going to make a deal or we're out. You don't have the cards. C'est donc dans cet état d'esprit que l'Ukraine rencontrait ce lundi une délégation américaine, avec notamment Marco Rubio, mais aussi Steve Witkoff. Un rendez-vous crucial qui devra essayer de réchauffer l'ambiance 10 jours après la séquence historique de la Maison-Blanche. Il n'en reste pas moins que cette rencontre du lundi semble vouloir limiter la capacité de nuisance de Volodymyr Zelensky lors des pourparlers de mardi. Ainsi, les Américains espèrent sans doute mettre sur la table les rares exigences auxquelles prétendent Zelensky et son entourage. Завтра ми продовжимо працювати заради наближення миру. Буде мій візит в Саудівську Аравію. Також на сьогодні ще більш підготовленою стала зустріч наших команд в Саудівській Аравії, України та Сполучених Штатів. Сподіваємось на результати. І це стосується і наближення миру. Le président ukrainien sans mandat a d'ores et déjà fait savoir qu'il proposerait une trêve dans les airs et sur les mers pendant les négociations. Un point amusant car tout porte à croire que depuis la suspension de l'aide américaine, l'aviation et la marine ukrainienne sont à l'aveugle. En effet, Washington a rompu son travail de renseignement au service de Kiev. C'est ce que nous expliquait Jacques Sapir. Les États-Unis ont fait deux choses. D'abord, ils ont coupé le partage de ces renseignements avec les Britanniques. Ce qui était déjà une manière de dire, bon, on met les Britanniques hors jeu parce qu'on sait que les Britanniques sont très conciliants avec les Ukrainiens, enfin, il leur passe plein de choses, donc on va... Et puis après, ils ont coupé le lien avec les Ukrainiens. Là, si vous voulez, le problème qui est posé, il est clair. L'Ukraine ne pourra plus avoir cette capacité, je dirais, de lire par-dessus l'épaule des Russes tous les déploiements militaires qu'ils font. Elle n'a plus cette profondeur par rapport aux attaques par drone et par missiles des Russes. Et c'est tout à fait différent, si vous voulez. Une chose est d'avoir un horizon de 500 à 600 kilomètres
Alors, pour un missile qui arrive à 1100-1200 km/h, ça vous donne à peu près une demi-heure pour réagir. Si vous avez un horizon de l'ordre de 150 à 200 km, c'est 3 fois moins. La suspension du partage de renseignements avec l'état-major ukrainien a donc un impact majeur sur la situation. Il n'en reste pas moins que si Volodymyr Zelensky se concentre sur une trêve aérienne et navale, le conflit au sol, lui, se maintient avec des soldats russes qui poursuivent leur progression lente et en ont presque terminé avec l'initiative des Ukrainiens dans la région de Koursk. Une déroute qui devrait pousser Zelensky à accélérer les négociations s'il n'avait pas dans son entourage des membres qui y sont opposés. Mais il y a une autre chose qui est importante pour Zelensky, c'est que, oui, il est le président en Ukraine, mais il doit faire face en Ukraine à des factions dont les positions sont très différentes, et en particulier à une faction ultranationaliste qui ne veut pas entendre parler de paix. Des jusque-boutistes qui, sans surprise, trouvent un écho aux porteurs dans les voies européennes désormais tenantes des néoconservateurs évacués par Donald Trump. Ainsi, alors même que les négociations de Riyad n'ont pas encore eu lieu, le Britannique Keir Starmer a annoncé une nouvelle rencontre européenne samedi prochain. Une réunion à laquelle Emmanuel Macron, en fier européiste, participera en suiveur belliqueux, alors même que l'histoire de notre pays en matière diplomatique aurait dû permettre à Paris d'être au cœur des discussions de paix. Et si les relations diplomatiques entre la Russie et la France de Macron sont à la peine, les peuples, eux, nourrissent toujours des liens historiques. L'amitié franco-russe survit donc à la géopolitique ambiante. C'est ce qu'a constaté Louis de Torcy. Écoutez, nous accueillons un jeune étudiant russe depuis le début de l'année chez nous. C'est vrai qu'on nous pose la question, mais moi je suis partie du principe que pour l'instant, voilà, il n'y a pas de guerre entre la Russie et la France et que nous sommes donc tout à fait diplomatiquement... moi, je me sens très libre par rapport à tout ça, d'accueillir encore une personne russe chez moi. Et lui, de la même façon. Voilà, donc nous sommes ravis de pouvoir entretenir une amitié franco-russe. Les relations entre le peuple français et le peuple russe sont excellentes et depuis longtemps. Et depuis toujours d'ailleurs. Le peuple français s'est toujours intéressé à la culture russe, qui est un apport culturel très important au niveau européen en tout cas, et depuis longtemps. On se souvient d'ailleurs de l'importance qu'avait la culture russe en France dans les années 20. Et réciproquement, la culture française est très présente en Russie, puisque beaucoup de Russes d'ailleurs parlent le français très bien, et on l'a vu déjà avec beaucoup de représentants de la Douma, qui sont des gens extrêmement cultivés. Et je ne vois pas pourquoi le peuple français et le peuple russe d'ailleurs ne s'entendraient mal. Je peux dire que la culture française est très populaire en Russie. Nous avons beaucoup de restaurants français. Les films et la musique française sont très populaires. Beaucoup de gens apprennent le français aussi. À l'école, il y a une option pour apprendre le français et c'est quelque chose de très commun. Entre nos peuples, il n'y a pas de mauvaise relation de ce que je vois. Alors moi personnellement en tant que Français, je me sens pas particulièrement menacé, même si c'est vrai qu'il y a la guerre, etc. Mais je pense que le peuple en soi ne nous menace pas, il ne veut pas de mal. Par contre, de leur côté, je pense qu'il y a une certaine forme de rejet de l'Occident dont on fait partie et que on est quand même historiquement un peu des envahisseurs de la part de l'Europe de l'Ouest vers les Russes. Donc il peut y avoir une méfiance, oui, je pense, qui existe de leur part. Après, il y a aussi le jeu de la propagande, etc. qui joue, donc j'ai du mal à me rendre compte. Mais pour ma part, non, je ne me sens pas menacé directement. So in my opinion, I think the relationship is quite good and both culture very interesting. D'après moi, la relation entre nos peuples est bonne. Les deux cultures sont très intéressantes. Alors le peuple russe s'intéresse beaucoup à la culture française. Et les Français s'intéressent aussi beaucoup à la culture russe. Here at Petrograd restaurant, so it's a good example for this culture exchange. Juste là, vous avez un restaurant qui sert des spécialités de Saint-Pétersbourg. C'est un bon exemple de nos échanges culturels. J'ai aussi beaucoup d'amis français de Paris qui apprennent la langue russe. Un autre bon exemple d'échange culturel.
La Roumanie en plein coup d'État eurocratique. Après l'annulation pure et simple de l'élection présidentielle en décembre, le favori et candidat patriote Călin Georgescu est désormais empêché de participer au prochain suffrage. Les explications de Nicolas de Lamberterie. L'Europe est désormais une dictature et la Roumanie est sous la tyrannie. Voilà comment Călin Georgescu, le grand favori de l'élection présidentielle roumaine du mois de mai, a réagi au rejet de sa candidature par la commission électorale roumaine. Pour rappel, le candidat indépendant Călin Georgescu était sur le point de remporter l'élection présidentielle de décembre 2024 lorsque la Cour constitutionnelle a annulé l'intégralité du processus électoral moins de 48 heures avant le second tour. On avait alors accusé Georgescu, que personne n'imaginait sortir en tête du premier tour de l'élection, d'avoir eu sa campagne soutenue et financée par la Russie via des comptes sur les réseaux sociaux, notamment TikTok, ayant fait la promotion de sa campagne, ce qui a servi de prétexte à l'annulation du processus électoral. Notons qu'après coup, l'ancien commissaire européen Thierry Breton, l'architecte du règlement européen DSA, puissant instrument de censure d'Internet au sein de l'Union européenne, avait fait mention de cette décision comme pouvant se répéter à l'avenir dans d'autres pays européens. Et puisque la plupart des médias mainstream ne le disent jamais, rappelons une fois encore que les fameux comptes TikTok qui ont soutenu la candidature de Georgescu se sont finalement avérés avoir été financés par des oligarques proches du président roumain pro-européen sortant, Klaus Iohannis, et donc pas par des entités étrangères. Une nouvelle élection présidentielle sera donc organisée au mois de mai, et c'est tout naturellement que Călin Georgescu s'y présente, d'autant qu'il est désormais crédité de 45% des intentions de vote dès le premier tour. Sauf que voilà, à peine 48 heures après avoir déposé sa candidature, la commission électorale a décidé de rejeter sa candidature, se référant à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 6 décembre, qui, selon la commission électorale, s'est prononcée implicitement sur le fait que Călin Georgescu ne remplissait pas les conditions de respect de l'état de droit nécessaires pour qu'il puisse être candidat, et qu'en l'absence d'une nouvelle décision de la Cour constitutionnelle, Călin Georgescu était toujours réputé ne pas les respecter lors de la reprise du processus électoral. On pourrait dire qu'on s'attendait à une telle décision. Il y avait eu plein de signes annonciateurs, notamment le fait que le directeur de ce fameux bureau électoral central a été dans des circonstances avec des procédures assez bizarres, démis de ses fonctions il y a quelques semaines, est remplacé par un juge totalement obscur qu'on est allé repêcher dans une cour d'appel de province, donc ce Cristinel Grosu, qui a donc signé la scandaleuse décision d'hier. Bon. Donc on les voyait un peu venir, mais j'aurais tendance à dire que l'opinion roumaine s'attendait à une meilleure mise en scène, notamment après la mise en examen de Georgescu, après toutes ces perquisitions, la fuite de son garde du corps à Dubaï, enfin bon, tout un James Bond qu'on avait monté. D'une certaine manière, la surprise, c'est pas la décision du bureau électoral central, c'est j'aurais envie de dire, sa brutalité ou sa grossièreté. Et donc, l'arrêt de hier du bureau électoral central fait tout simplement référence à l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 6 décembre, en disant en substance que le 6 décembre, la Cour constitutionnelle, qui est la plus haute instance du droit roumain, a jugé que, pour simplifier, Georgescu ne pouvait pas se présenter à des présidentielles, même si ce n'est pas exactement ce que dit l'arrêt du 6 décembre, mais on peut l'interpréter comme ça. Et dans ce cas, ça ne sert à rien qu'ils viennent redéposer un dossier. On le rejette. Dès l'annonce de la décision d'hier soir, une foule d'1 millier de personnes s'est rassemblée devant les bureaux de la commission électorale roumaine. Une fois n'est pas coutume, la foule était agressive, de toute évidence excédée par la suppression pure et simple du processus démocratique normal, et a tenté d'entrer par la force dans les bâtiments de la commission électorale. Des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre, qui sont parvenus à disperser la foule. À l'aune des habitudes roumaines, c'est déjà assez violent et à en juger par les réactions que j'ai pu lire sur Internet, que j'ai pu entendre dans des émissions où les gens passent des coups de fil en fait, à l'antenne, je pense qu'on peut s'attendre encore à bien pire, parce que là, les gens, je dirais, ces Roumains du quotidien qui ont voté Georgescu au premier tour des élections de 2024, qui auraient probablement voté pour lui en mai, se sentent profondément offensés. Il y a encore, malgré tout, on pourrait dire une alternative à la violence, qui est le boycott. C'est depuis hier soir, donc ces dernières heures, on parle énormément de cette option du boycott sur Internet, etc. Et je pense qu'on en parlerait encore beaucoup plus si la loi roumaine ne punissait pas les appels au boycott. Ce qui fait que beaucoup de gens se méfient et préfèrent par exemple appeler
au vote nul. C'est-à-dire on va quand même voter, donc du coup ça reste une démarche civique, on ne décourage pas les gens d'aller voter, mais une fois dans l'isoloir, ils annulent, ils rendent leur bulletin invalide, soit en cochant toutes les options, soit en écrivant Georgescu en travers du bulletin. Enfin bon, il y a 36 méthodes. Et ça, ce qui est intéressant, c'est que les sections de vote, au terme de la loi, sont obligées de comptabiliser ces votes annulés. Et donc, évidemment, la stratégie qu'adoptera peut-être Georgescu en cas de rejet de son appel, ça pourrait être cette stratégie de boycott ou de vote annulé, au terme de laquelle le système pourrait se retrouver avec un candidat correct, un candidat pro-système élu, mais élu avec 1 million de voix, et avec à côté 3 millions de votes annulés. Ça serait quand même extrêmement gênant. Désormais, on attend dans les prochains jours le résultat de l'appel de Călin Georgescu, qui sera jugé par la Cour constitutionnelle, cette même Cour qui a interrompu et annulé le processus électoral l'an dernier. Il s'agira donc probablement de la dernière opportunité de rétablir le processus démocratique en Roumanie, ou au contraire, l'étape finale de sa liquidation. Reste à voir quel rôle pourraient jouer les influences étrangères dans la prochaine décision de la Cour, notamment si on prend en compte le fait que l'ambassadeur de France a récemment rendu visite à la Cour constitutionnelle roumaine, ce qui éveille chez certains des soupçons d'ingérence. Alors que d'habitude, ce sont plutôt des pays comme la Russie qui sont pointés du doigt pour avoir des commissions électorales qui rejettent parfois des candidatures, si la Roumanie, pays membre de l'Union européenne et de l'OTAN, venait à définitivement entériner le rejet de la candidature de Călin Georgescu, le favori de l'élection, alors l'Occident y perdrait probablement un des éléments de la supériorité morale dont il aime se prévaloir. Et partons à présent faire un rapide tour de France. Nicolas Dupont-Aignan repart en campagne. À l'occasion d'un meeting de Debout la France organisé à Hyères en Essonne, l'ancien député non inscrit a d'ores et déjà annoncé sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Son objectif premier, redonner son indépendance à la France, en passant par une sortie du marché européen de l'électricité et du commandement militaire intégré de l'OTAN. Nicolas Dupont-Aignan, pour l'heure, ne revendique pas la volonté d'une sortie de l'Union européenne, mais assume une renégociation des traités en bloquant les fonds alloués à Bruxelles si nécessaire. Parmi ses propositions phares, 5 référendums sur les principaux sujets du quinquennat à venir. Nicolas Dupont-Aignan a également plaidé pour la paix et a notamment évoqué les ambitions dangereuses d'Emmanuel Macron sur la question de la défense européenne. Chaque pays d'Europe a à payer pour sa défense, bien évidemment. Mais la France n'a pas payé pour les autres, elle a payé tant depuis le général de Gaulle. Alors bien sûr, on peut augmenter un peu le budget de la défense. Mais il faut crédibiliser la dissuasion nucléaire, avoir du cyberespace, renforcer notre marine. Mais notre outil de défense doit être au seul service de nos intérêts nationaux. Et les Allemands, les Polonais et les autres doivent augmenter leur budget. Et c'est ainsi que cela marchera. Mais il n'est pas question que nous payions pour eux, parce que ce serait injuste, et ils doivent être responsabilisés. D'ailleurs, entre nous, je ne souhaite pas aux Allemands aux Polonais et aux autres de passer du parapluie américain au parapluie français. Je ne leur souhaite pas, surtout quand on a un dingue à la tête de l'État. À noter que Nicolas Dupont-Aignan s'est déjà dit à plusieurs reprises favorable à une procédure de destitution du président de la République. Une procédure à laquelle les parlementaires refusent de s'associer en nombre suffisant pour qu'elle aboutisse. Liberté très conditionnée dans la presse des oligarques. Selon des informations dévoilées vendredi par La Lettre, de nombreux journalistes du Parisien se plaignent du détricotage, voire de la suppression, de certains articles concernant le groupe LVMH. Et pour cause, le groupe est détenu majoritairement par Bernard Arnault, le propriétaire du journal Le Parisien. Ainsi, en novembre dernier, sur un article concernant une escroquerie liée aux chaussures Louboutin, toute mention de la marque Dior, autre filiale de LVMH, a été supprimée à la relecture. Par ailleurs, en 2023, une grande partie de la rédaction se disait inquiète concernant leur nouveau directeur Nicolas Charbonneau et un possible glissement vers une ligne éditoriale trop favorable à la Macronie. Ce qui n'a rien de surprenant quand l'actionnaire majoritaire Bernard Arnault a déclaré ouvertement voter pour Emmanuel Macron. Des critiques qui pourraient toutefois être faites à d'autres, puisque l'une des filles de Bernard Arnault est l'épouse d'un certain Xavier Niel, actionnaire entre autres du Monde. Selon une étude de l'Observation des violences faites aux femmes, le nombre de victimes de violences sexuelles dans les transports en commun a bondi de 86% en 10 ans, un chiffre en hausse constante année après année. Ainsi, 91% des victimes sont des femmes et 99% des agresseurs sont des hommes. Des chiffres qui interrogent sur la sécurité des femmes dans l'espace public et sur les possibles conséquences de l'immigration. En effet, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, les étrangers représenteraient 52% de ces violences alors qu'ils ne sont que 7% de la population vivant en France. Seule bonne nouvelle, la réaction des témoins. 23% des victimes déclarent avoir été aidées par une tierce personne, contre 10% en 2016. L'histoire ne dit pas si ce sont les aidants qui finissent au poste. Qui détient le pouvoir ?
C'est le thème du congrès du bien commun organisé samedi à Paris par l'Association culturelle d'éducation intégrale, organisation créée dans la continuité d'Academia Christiana. Rappelons que Gérald Darmanin a tenté de dissoudre cette association, une procédure qui n'a pas encore abouti. Le colloque intitulé « Les acteurs du pouvoir et le pouvoir de l'engagement » aura lieu samedi à partir de 9h30 au 8 rue d'Athènes dans le 9e arrondissement de la capitale. Mi-février, le président de l'association Victor Aubert était venu présenter l'événement. D'abord, c'est un événement convivial qui a pour but de rassembler notre famille de pensée au sens le plus large qui soit et de manière intergénérationnelle, puisque c'est contrairement aux autres événements qu'on organise avec notre association, cet événement est ouvert de 7 à 77 ans. Et il y a, en plus de ça, l'objectif, c'est de penser une question d'actualité, qui est celle du pouvoir. On a grand changement actuellement dans le monde, avec l'élection de Donald Trump, avec tout un fourmillement conservateur en Europe centrale. Et puis en France, un certain nombre de difficultés, enfin on y reviendra, mais c'est de penser cette question du pouvoir, de réfléchir. TV Liberté sera présent avec un stand, ainsi que des interventions d'Édouard Chaneau, présentateur de l'émission Choc du Monde, et de Jean-Pierre Maugendre, présentateur de l'émission Terre de Mission. Si vous souhaitez y participer, n'oubliez pas de vous inscrire en ligne. Et l'on poursuit avec l'actualité internationale. Coup de pression avant les négociations. Israël a coupé l'électricité à Gaza dimanche, la veille des pourparlers se déroulant au Qatar ce lundi concernant la trêve avec le Hamas. Décidée par le ministre de l'Énergie, Eli Cohen, cette mesure menace l'usine de désensablement d'eau et aggrave une situation déjà précaire dans le territoire palestinien. Les Gazaouis, résignés après 17 mois de guerre, s'inquiètent des risques sanitaires et environnementaux de cette mesure qui pourrait faire le jeu du pire dans un contexte déjà très tendu. Houston accueille cette semaine la conférence mondiale sur l'énergie. Plusieurs membres du gouvernement Trump sont attendus afin d'éclaircir la politique énergétique du président américain qui n'a jamais caché son scepticisme face aux énergies renouvelables. Ainsi, l'accent devrait être mis sur le pétrole, le gaz naturel liquéfié et le nucléaire. Depuis 2019, l'Amérique est autosuffisante en énergie et est même l'un des principaux exportateurs mondiaux. Une tendance qui devrait s'accentuer avec les années à venir, Donald Trump ayant promis de déchaîner le potentiel énergétique du pays. Marc Carney succède à Justin Trudeau à la tête du Parti libéral canadien. Dimanche, cet ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre a été élu chef du Parti libéral avec 85,9% des voix, succédant ainsi à Justin Trudeau après 10 ans au pouvoir. Novice en politique, il prendra bientôt ses fonctions de Premier ministre en pleine crise avec le voisin et partenaire états-unien. Au Canada, le parti au pouvoir peut changer de chef de file et ainsi changer le chef du gouvernement pour le pays. Le nouvel arrivant aura peu de temps pour séduire ses compatriotes puisqu'il devra faire face à des élections fédérales avant l'automne prochain. Au Vatican, l'état du pape François reste stable. Âgé de 88 ans, le souverain pontife hospitalisé depuis plusieurs semaines n'a pas pu prononcer la prière de l'Angélus place Saint-Pierre pour le 4e dimanche consécutif. Mais il a communiqué une version écrite remerciant le personnel soignant et les personnes aidant ceux dans le besoin. Ces médecins annoncent, eux, de légères améliorations. Et voilà, nous approchons de la fin de cette édition. Vous pouvez dès à présent retrouver Politique et Écho. Pierre Bergerot reçoit l'économiste Sergueï Kolesnikov pour évoquer le projet de réarmement de l'Europe avec l'argent des Français. On a également entendu Éric Lombard nous parler de ces financements européens pour accroître ses dépenses militaires. C'est quoi ces financements européens, Sergueï Kolesnikov? Là aussi, c'est de la poudre aux yeux. Hein. Il y a des fonds de transfert pour faire que tous les partis de l'Europe, tous les pays de l'Europe arrivent à peu près à égalité. Alors, on va pomper là-dedans. Mais là encore, une fois, Ursula von der Leyen n'a pas les sous, pas plus que Éric Lombard. Ursula von der Leyen, elle annonce carrément 800 milliards. Alors ça fait bien, c'est un effet d'annonce, mais c'est du vent, simplement, c'est du vent. Également disponible le Zoom du jour. La psychologue Marie-Estelle Dupont présente son ouvrage « Être parent en temps de crise » sur les traumatismes infantiles post-Covid. C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve demain, même lieu, même heure. En attendant, portez-vous bien. Bonsoir.